Bonjour à vous tous. Hérole Duchesne au micro du Centre québécois de développement durable, le CQDD pour le balado du CQDD. C'est un balado qui veut vous faire connaître des trajectoires inspirantes de gestionnaires, de chefs d'entreprise ou d'organismes qui donnent beaucoup de place au développement durable au sein de leur organisation. On va aussi vous parler à l'occasion de signaux du marché. Vous savez tous que les grands donneurs d'ordre, les institutions financières et les gouvernements accordent de plus en plus d'importance aux pratiques d'affaires éco-responsables qu'adoptent les entreprises. On va aussi vous présenter des outils qui peuvent vous aider vous-même à adopter ce type de parcours en développement durable et qui sait peut-être même élaborer une politique en ce sens-là. Alors d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous parler d'un outil, puisqu'il sera question d'un guide tout frais sorti, le guide d'efficacité énergétique pour les PME. Et je vais faire ça avec quelqu'un qui a travaillé à l'élaboration de ce guide-là. Il s'appelle Félix Robert. Félix, bonjour. Bonjour Errol, Ça va bien? très bien vous-même. Oui, très bien. Alors, vous êtes ingénieur en efficacité énergétique et en mécanique du bâtiment chez Embionnaire. Bon, j'ai une bonne idée de ce que vous faites, mais précisément, vous travaillez sur le terrain, vous élaborez Oui, des nouveaux équipements? ben, ouais, en fait, j'élabore pas de nouveaux équipements. C'est un travail qui est à la fois de bureau, à la fois de terrain. Donc, qu'est-ce que ça fait un ingénieur en efficacité énergétique? Plusieurs choses. On fait beaucoup des audits énergétiques. Donc, on visite des bâtiments pour faire des recommandations sur quelles mesures Mhm. d'efficacité énergétique mettre en place. Il y a des mandats plus de type recommissioning, donc amélioration des séquences de contrôle des systèmes mécaniques. On fait aussi de la modélisation énergétique. Donc, on va modéliser avec des logiciels des bâtiments pour estimer leur consommation d'énergie. Et ultimement, on fait aussi beaucoup d'accompagnement en subvention auprès des clients parce que Hydro-Québec, Énergir, le Wow. ministère de l'Environnement Mhm. fournissent des subventions pour les gens qui se décarbonent, qui font de l'efficacité énergétique. Puis nous, c'est notre rôle un peu d'accompagner ces gens-là dans ces différents programmes-là. Fort intéressant. Je ne veux pas m'étendre trop sur ça parce que ce n'est pas notre sujet, mais quand même, Absolument. puisque je vous ai sous la main, il y a deux éléments fort intéressants dans ce que vous avez dit, la modélisation. Donc, on a de plus en plus d'outils pour justement trouver le meilleur équipement, le meilleur outil adapté au bâtiment sur lequel on va travailler. Exactement. On a des outils informatiques pour faire ces calculs-là de consommation d'énergie. Certains mandats, c'est des outils plus simples, plus format tableur Excel. D'autres Mhm. mandats, c'est vraiment des outils spécialisés très pointus là, pour estimer ces consommations et ces économies d'énergie-là. Absolument. OK. Puis je sais que ça va plaire à beaucoup de gestionnaires de PME ou propriétaires d'entreprises. Donc, vous êtes aussi un expert, vous connaissez tous les secrets pour aller chercher des subventions. On espère les connaître et on se tient à jour parce que ça change souvent. Fait que c'est un peu ça le défi avec les subventions, de se tenir Ouais. à jour, connaître les nouvelles modalités des programmes, puis conseiller les meilleurs programmes en fonction des projets des clients. Alors, ce guide-là, je rappelle son nom, il s'appelle le Guide d'efficacité énergétique pour les PME. Euh, Pourquoi ce guide-là apparaît maintenant? Est-ce que c'est lié à des nouvelles réglementations gouvernementales? Puis quel est son objectif à ce guide-là, en fait? Ben, je vais répondre à la première partie de la question. Pour ce qui est des réglementations gouvernementales, en toute franchise, non, c'est pas directement relié là, à des nouvelles réglementations. Ça fait déjà plusieurs années là, que le guide est en cours d'élaboration. Mhm. Euh, Puis je vais faire un petit aparté ici là, pour rappeler là, un peu d'où vient le guide. C'est vraiment une initiative du Réseau Énergie et Bâtiment, le REB, qui a mis en place un comité pour travailler sur ce guide-là, qui a été fait en collaboration là, avec Hydro-Québec, Énergir, puis le MEL-CCFP, donc le gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, faune et parc. C'est ça, ça fait déjà plusieurs années, donc c'est pas lié à une nouvelle réglementation. Par contre, son dévoilement qui a été fait en décembre dernier est au moment opportun, je dirais. Il est très dans l'air du temps. Pourquoi? Ben, en raison des programmes de subvention. Donc, Hydro-Québec, là, dans les dernières années, a quand même bonifié son offre de subvention pour les mesures d'efficacité énergétique. Ils ont simplifié le processus aussi. Il y a aussi l'offre Biénergie qui est arrivée, là, donc une offre tarifaire et de subvention conjointe Hydro-Québec, Énergir, chapeautée par le MLCCFP. Donc, tu sais, ça arrive à point là, pour une petite entreprise qui se demande par où commencer, qui entend parler de tous ces nouveaux sujets-là de subvention, Biénergie. Ben, le guide est là pour répondre à des questions. Excellent. Et l'objectif? On va parler Accompagner les d'objectifs, là. entreprises. Ben oui, c'est ça. Puis quand on parle d'accompagner les entreprises, là, le créneau cible du guide, c'est vraiment
petites entreprises. Donc, des petits clients commerciaux qui souhaitent réaliser un projet d'efficacité énergétique ou se décarboner sur leur bâtiment. OK? Donc, on vise vraiment le secteur bâtiment ici, puis qui ne savent pas par où commencer. Bien, le guide est là pour les accompagner, pour les aider. Puis là, c'est pour les gens qui écoutent le balado, là, qu'est-ce que j'entends par petite entreprise? On parle d'entreprises qui ont des comptes d'électricité au tarif G, donc 50 kW de pointe et moins, ou des Hmm. comptes de gaz naturel de 10 000 mètres cubes et moins. Là, comme ça, vous pourrez vous reconnaître si le guide s'adresse à vous ou pas. Mhm. Puis on parle vraiment de la portée du bâtiment, donc la consommation d'énergie des systèmes du bâtiment, la consommation de gaz naturel liée à l'opération du bâtiment. Puis l'objectif, c'est ça, le guide, c'est vraiment d'accompagner ces gens-là dans leur démarche de réaliser un projet d'efficacité énergétique ou du moins l'entamer. Mhm. Pourquoi ce créneau-là spécifiquement? Là, c'est peut-être que ça, les gens se demandent pourquoi on vise les petites entreprises. J'essaie une réponse là, parce que nous, Oui, on est en contact avec les PME très souvent et c'est peut-être celles qui ont le plus peur justement du temps que ça va prendre et de l'argent qu'ils vont devoir investir dans ben ça, non? exactement, exactement. Puis moi, je le vis dans mon travail. Souvent, des petites entreprises nous appellent. Puis là, dès qu'on commence à essayer de mettre en place un mandat pour les accompagner, ben, tu sais, déjà là, c'est un frein de trop là, pour eux dans la démarche. Souvent, c'est des entreprises qui manquent de ressources, comme vous l'avez dit, ils manquent de temps, ils manquent d'argent pour entamer une telle démarche, pour donner des mandats à des professionnels. Ils n'ont peut-être pas les connaissances techniques non plus pour juger des Mhm. propositions que les entrepreneurs leur font, sont un petit peu vulnérables. Puis, ils ne connaissent pas les programmes de subvention uniquement. Oui, oui, ils connaissent, puis ça a l'air très compliqué. Fait que ils ont de la misère à les démystifier eux-mêmes. Il y en a déjà plein les bras. Fait que les guides, c'est vraiment là, de les inspirer dans cette démarche-là puis de les accompagner. Là. On dit souvent que l'autodiagnostic, c'est peut-être la première démarche que devrait faire un entrepreneur, un chef d'entreprise ou un président d'organisation. Parce que très souvent, avant l'autodiagnostic, on a l'impression qu'on fait absolument rien, puis en le faisant, on découvre qu'on fait déjà des choses. Bref, ma question, est-ce que ce guide-là peut les aider à un autodiagnostic? Euh, ben, indirectement, oui. Là, je vais m'expliquer. Puis, pour m'expliquer, si vous Oui? le permettez, je vais tenter d'expliquer comment le guide est monté. Puis, là, sans support visuel, c'est peut-être un défi, mais il est très simple, le guide, je vous rassure. Donc, le guide, là, il est composé de fiches. OK? On a des fiches par type de bâtiment, donc bureau d'entrepreneur, restaurant, marché d'alimentation. Les fiches sont classées par type d'énergie aussi. Est-ce que le bâtiment est uniquement électrique ou électrique et gaz naturel? Puis c'est quoi la cible de l'entreprise? Se décarboner complètement ou plutôt y aller vers un scénario B-énergie ou efficacité énergétique seulement? Donc, sur chacune de ces fiches-là, on retrouve une liste de mesures. OK? C'est des fiches très simples qui tiennent sur une page. On a un tableau de mesures d'efficacité énergétique. Donc, quelqu'un qui prend le guide, qui trouve la section, la fiche qui correspond à sa situation, peut regarder la liste de mesures. Si cette personne-là n'a réalisé aucune mesure dans son bâtiment, ben, ça donne une bonne idée qu'elle peut faire beaucoup d'améliorations. Euh, donc, en termes d'autodiagnostic, ça peut être perçu comme ça peut servir à faire l'autodiagnostic. Est-ce que oui ou non, je suis rendu loin dans ces mesures-là? Oui, bien, je confirme effectivement qu'il est très facile à consulter. Toute cette mécanique des fiches par secteur d'activité et par type d'énergie qu'on consomme, là, tout cela, c'est vrai que c'est facile à consulter. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, comme vous le décrivez, que c'est vrai qu'on peut faire un autodiagnostic parce que si on se rend compte qu'on fait absolument rien, on dit, OK, c'est correct, je pars de zéro. Mais on peut dire, ah, ben, j'ai déjà fait ça, moi, changer le type d'éclairage que j'ai. J'ai déjà mis de l'éclairage au DEL. Donc, Exactement. en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était facile de pouvoir se positionner. Hem, on parle aussi de références, d'équipements, parce que bien sûr, on fait la nomenclature puis la liste de tout ce qu'on devrait sur tout ce qu'on devrait intervenir, mais pour chacun des postes sur lesquels on devrait intervenir, il y a aussi des références. Exactement. Dans le fond, ben, ce que nous autres, on a mis de l'avant dans le guide, là, c'est les périodes de rendement sur investissement aussi pour chacune des mesures. Donc, vraiment, un client peut regarder une mesure d'efficacité énergétique, il voit quelle subvention est applicable, il voit quelle est la période de rendement sur investissement. En termes de référence, des fois, ce qui peut être pour un client qui consulte ou une petite entreprise qui consulte le guide la première fois, puis qui a un peu de misère à se positionner dans quelle catégorie de fiches il se retrouve, ben là, on a une annexe technique. Puis dans l'annexe technique, on explique bien là, chacune des références, c'est quoi. Est-ce que vous êtes Mmh. un garage automobile d'environ 30 pieds carrés, vous chauffez avec tel type de système, bon, ben voici l'archétype de fiche qui correspond à vous, voici c'est quoi votre référence. Fait que, en effet, là, il y a ces références-là dans le guide.
Puis toutes les références pour les subventions aussi. On a pour chacune des mesures d'efficacité énergétique vis-à-vis dans le tableau, on écrit ben, il y a des appuis financiers possibles de la part de Hydro-Québec ou Énergir. Puis juste en bas de la fiche, on a vraiment un lien vers ces programmes-là, vers ces sites web-là de Mmh. subventions. Oui, oui, non, vous avez mâché la matière et je pense qu'un chef d'entreprise qui s'en va sur ce site-là peut très facilement justement trouver réponse à ces questions. Parlons maintenant d'accompagnement plus spécifique. Comment ça marche? Un des objectifs du guide, c'est que les petites entreprises puissent un peu s'affranchir là, de l'étape d'accompagnement par un ingénieur, parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est déjà une étape de trop. Là. Donner un mandat à un ingénieur professionnel. Fait que dans le guide, on donne les listes de mesures, puis dans l'annexe technique, pour chacune des mesures, on donne plus de détails. Donc, c'est quoi la mesure, mais aussi vers qui se tourner pour Mhm. réaliser la mesure d'efficacité énergétique. Quel type d'entrepreneur typiquement on peut aller engager? Donc, un client qui prend le guide, qui identifie les mesures qu'il voudrait faire, peut se référer à l'annexe technique ensuite pour dire, ben moi, ma prochaine étape, c'est d'appeler un entrepreneur dans telle discipline pour demander une soumission ou plusieurs entrepreneurs pour avoir plusieurs soumissions. Fait qu'on essaie que le guide soit un petit peu, se fasse en auto, ben, permettre de faire de l'auto-accompagnement à ce niveau-là. Maintenant, pour les subventions, il est toujours possible, si un client là, veut appliquer un programme, ben, de demander l'aide d'un professionnel en ingénierie pour l'aider avec les subventions, Mm. sans qu'on fasse la conception, sans qu'on soit impliqué dans le design de la mesure. Mais il y a des programmes de subventions identifiés dans le guide qui se font Mm. par le propriétaire lui-même aussi, sans besoin d'accompagnement. Oui, oui. Mais dans certains cas, l'accompagnement peut être utile et même permettre une véritable admissibilité au programme parce que c'est Absolument. pas toujours. Oui, Ouais. c'est vrai. Parce que Il y a c'est des pas toujours programmes. simple de remplir ces formulaires-là, là. Tout à fait. Il y Mm. a quand même de la documentation technique à fournir. Donc, un ingénieur ou quelqu'un qui se connaît en efficacité énergétique peut accompagner un client là, pour les subventions. Mais je le répète, le guide a vraiment pour but d'essayer de limiter au minimum l'accompagnement requis par un professionnel pour que les clients puissent entamer leur démarche euh, sans avoir l'intervention d'un ingénieur. Puis, je vais quand même faire un petit aparté, une petite précision. On a Oui. essayé dans un guide d'identifier toutes les mesures qu'on pouvait pour couvrir le plus grand large spectre de clients potentiels qui pourraient se retrouver dans cette situation-là. Évidemment, il y a toujours des cas particuliers. Quelqu'un pourrait tomber sur une mesure dans le guide, vouloir la réaliser, puis pour une raison technique particulière à son bâtiment, ben, l'intervention d'un ingénieur est requise. Malheureusement, des fois, on ne s'en sort pas, les travaux se complexifient, puis finalement, on ne pensait pas avoir besoin d'ingénieurs, on en a besoin, mais vraiment, on essaie si on peut couvrir la majorité des cas sans accompagnement de professionnels avec ce qu'on a monté dans le guide, ben, on accélère quand même la mise en place des mesures dans le secteur des petites entreprises, puis c'est ça l'objectif. Donnez-moi un exemple très précis, Félix, de ce qui est le plus laborieux, parfois à changer. Allons-y, non pas avec le plus simple. Le plus simple, ça m'apparaît être l'éclairage, souvent, hein? Oui, Non? absolument. Oui. Et le plus L'éclairage, complexe, ça serait quoi? euh, La bon, ventilation? excellente question. Ben, en fait, là, les mesures de chauffage puis de ventilation qu'on vise dans le guide sont des mesures simples pour la plupart. C'est-à-dire, souvent, c'est des mesures de remplacement d'unité de toiture. Exemple, on remplace une unité de toiture qui est au gaz, on la convertit vers une unité de toiture qui est bi-énergie. Donc, on ne Mhm. dénature pas complètement le système mécanique, la distribution de ventilation. On focus sur un équipement. Fait que ça reste des interventions localisées assez simples. C'est volontaire dans le guide. Puis pour ceux qui consulteront le guide, vous le verrez, là, on vise des périodes de rendement sur investissement entre 1 à 10 ans. Mhm. Donc, des mesures assez simples. Des mesures plus complexes dans un bâtiment existant, souvent, c'est des mesures qui vont toucher l'enveloppe en efficacité énergétique. Puis Ouais. ceux qui vont consulter le guide vont le constater, il y a peu de mesures d'enveloppe dans le guide parce que souvent, c'est des mesures qui coûtent cher, qui sont moins subventionnées, donc qui ont des plus longues périodes de rendement sur investissement, fait qui dépassaient un peu la portée du guide, qui dépassaient un peu Ouais, la ouais. simplicité qu'on voulait rendre aux petites entreprises. Mm. Ceci étant dit, quelqu'un qui a un projet de maintien d'actifs à faire sur son enveloppe de bâtiment, ben oui, c'est une bonne occasion de l'améliorer plutôt que de faire un remplacement un pour un. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on ne peut pas vraiment justifier un projet de rétrofit d'enveloppe simplement par les économies d'énergie Je comprends. à cause de la complexité et des coûts de travaux. Donc vraiment, là, les mesures dans le guide, oui, remplacer une unité de toiture, c'est plus complexe que remplacer de l'éclairage, mais ça vise quand même des mesures d'efficacité énergétique à portée limitée, là. Excellent. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'on ne suggère pas aux entrepreneurs, au contraire, de faire table rase, mais de travailler avec ce qu'ils ont. Mais exactement, exactement, parce que faire table rase,
Ça C'est facile, complexifie. c'est simple. C'est simple, mais ça fait des gros travaux. Oui, oui. Puis on parle aussi beaucoup de carbone intrinsèque de plus en plus, donc le carbone associé à la construction. On ne veut pas nécessairement faire table rase d'un système. Si seulement en remplaçant l'équipement qui produit la chaleur, Mhm. on peut réduire les gaz à effet de serre puis améliorer sa performance énergétique. Puis de façon réaliste, quand on fait table rase, on interfère avec les opérations. Puis là, on vise justement des petites entreprises qui en ont plein les bras avec leurs opérations. On veut proposer des mesures qui interfèrent pas trop avec les opérations, qui peuvent se faire en parallèle dans leurs activités. Fait Mhm. que euh, on vise vraiment plus des remplacements localisés spécifiques à des équipements. Les avantages pour une entreprise ne sont pas juste économiques. Pour des entreprises au sens large, non. Là, on parle des petites entreprises. Oui. C'est certain que le premier avantage, c'est quand même la rentabilité. C'est ça qu'on a Mhm. visé dans le guide. C'est là, c'est ce qu'on veut amener vers les petites entreprises et on propose des mesures à courte péril, comme j'ai dit. Mais il y a d'autres avantages. En réduisant sa ou ses factures d'énergie, d'électricité puis de gaz naturel, on se protège contre la fluctuation puis la hausse des tarifs. On le sait, surtout les combustibles fossiles, c'est plutôt volatile, appelé à augmenter. Fait qu'une entreprise qui réduit sa consommation d'énergie, nécessairement, se protège un petit peu plus contre ces fluctuations-là. Il peut avoir des avantages côté positionnement sur le marché. Dans le créneau des petites entreprises, je n'irai pas jusqu'à dire que ça les aide à ouvrir de nouveaux marchés, mais quand même de mettre en place des mesures d'efficacité énergétique puis de mettre de l'avant ces mesures-là Mhm. dans leur publicité ou peu importe, dans la façon qu'ils offrent leurs services. C'est sûr, ça peut être perçu comme un avantage concurrentiel. Puis ce que je dirais aux petites entreprises, quel avantage ça peut leur apporter, c'est que maintenant, il y a des subventions pour le faire. Fait que c'est le temps de profiter de ces programmes-là et de faire ces interventions-là. Et ils auront une longueur d'avance quand viendra le temps quand ça sera imposé, par exemple. Oui. Absolument. Absolument. Les travaux Ouais. vont déjà avoir été faits avec Hum. subvention. Quel message est-ce que vous souhaitez transmettre aux gestionnaires de PME qui hésitent encore à investir dans l'efficacité énergétique? Il y en a, puis on les comprend parfois. Ouais. Absolument. Puis c'est une excellente question. On pourrait en parler un autre 15 minutes, on dirait, là, mais le message que je ferais, c'est peut-être le suivant. Là, souvent, moi, je le vois dans ma pratique, quand on évalue un projet d'efficacité énergétique, on a tendance à le comparer à l'option de rien faire à coût nul. Là, j'ai le choix de faire mon projet d'efficacité énergétique ou rien faire du tout, puis je compare les deux. C'est le même que je calcule ma PRI, mais en réalité, on sait que c'est pas tout à fait vrai. En termes d'efficacité énergétique, décarbonation, l'option de rien, pas faire de travaux à coût nul, c'est un petit peu illusoire. Elle n'existe pas vraiment. On le sait que les tarifs d'énergie vont augmenter. La performance énergétique des bâtiments, ça a une valeur marchande. On voit que la réglementation se resserre. Fait que tout ça fait en sorte qu'on fasse les travaux en efficacité énergétique ou qu'on ne les fasse pas, quelque part, ça va nous coûter de l'argent quand même. Fait que tant qu'à dépenser de l'argent, aussi bien réduire sa consommation d'énergie par la bande plutôt que de dépenser sans réduire sa consommation d'énergie. Des fois, c'est dur de le calculer directement aujourd'hui pour les petites entreprises, mais en toute franchise, c'est le message que j'aurais là. Voilà. Ben, merci encore. Merci pour tout, Félix. C'était très éclairant. Alors, on se dit à la prochaine. Moi, je garde les gens qui nous écoutent pour leur dire, vous pouvez aller visiter le site du Centre québécois de développement durable. Sous l'onglet Nouvelles, entre autres choses, de notre site, vous trouverez des dizaines d'articles sur tout ce que vous voulez savoir en développement durable, en pratique d'affaires éco-responsables et plus encore. Bonne journée à tout le monde. On se dit à la prochaine. Au revoir.